Vaux-le-Vicomte est le nom d'un château, mais d'un château à jamais associé au souvenir d'une fête. Cette fête, somptueuse d'une nuit de plein été le 17 août 1661, avait été offerte à Vaux par Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, à son roi, à la reine-mère Anne d'Autriche et à la cour de France. L'histoire de France nous assure que le grand héros du siècle fut Colbert et que Fouquet était la petite ordure qui piochait dans les caisses du trésor. En réalité, Colbert était une teigne, et Fouquet, derrière sa folie des grandeurs, s'avérait beaucoup plus vulnérable et fréquentable. Né d'une famille de marchands et de magistrats lettrés, Nicolas Fouquet était par sa naissance, son éducation chez les jésuites, sa profession et par tempérament personnel, un juriste, un financier, un diplomate, le contraire d'un homme de guerre. Il était en revanche parfaitement à même d'intérioriser le nouvel idéal aristocratique du gentilhomme galant. L'immense crédit personnel qu'il s'était créé sur la place de Paris et dont il fit profiter la cour, lui valut en 1650 le droit d'acheter la charge de procureur général du Parlement et en 1654 la nomination aux fonctions de surintendant des finances. Ses talents le désignaient pour occuper, le jour venu, les fonctions de principal ministre du jeune roi Louis XIV. Le domaine de Vaux, construit en entier en 5 ans, nous parvient aujourd'hui intact, malgré les guerres et les révolutions. Car il est bien l'œuvre d'un homme. Le lieu, l'architecte, les peintres, les jardiniers, Nicolas Fouquet s'en est réservé le choix. Il fit appel à 3 hommes de sa génération, l'architecte Louis Levaux, le peintre Charles Lebrun et le jardinier André Lenôtre. Pour donner sa pleine ampleur au projet, 500 hectares furent dégagés en rasant l'ancien château, ainsi que le village de Vaux et 2 hameaux voisins. Les bâtiments, les jardins, les cascades s'organisent autour d'un axe de 1,5 km du nord au sud. En 1653, Lenôtre établit l'harmonie finale des parterres et des jardins en utilisant à bon escient la rivière qui traversait le terrain, n'hésitant pas à la détourner pour créer le Grand Canal. Sur ce terrain marécageux, 18 000 ouvriers travaillèrent à créer cet admirable jardin. Rien n'est trop grand, rien n'est trop beau pour le surintendant qui engloutit dans ses travaux des sommes considérables et attire ainsi sur lui les foudres de la jalousie royale. Mais par-dessus tout, il dérange. Car au-delà de sa richesse, de son appétit de pouvoir, Fouquet était un maître dans l'art de vivre. Vaux en fut l'éclatante et funeste démonstration. Vaux devait être aux yeux de Fouquet le lieu privilégié d'une paix dédiée aux lettres et aux arts. Au premier rang de ceux qu'il protège, La Fontaine, Molière, Corneille. Autour de Fouquet se rassemblent aussi des amis célèbres, Madame de Scudéry, Scarron, ou la marquise de Sévigné, dont le surintendant chercha sans les obtenir, semble-t-il, les faveurs, mais dont la fidélité dans la tourmente fut sans faille. Fouquet avait sans doute conçu Vaux comme une galanterie, qu'il comptait offrir au roi en gage d'amitié et de reconnaissance lors de son accession au rang de principal ministre, et il l'avait voulu digne de Louis XIV. Juvénile, candide,
presque frivole malgré son orgueilleuse ascension. Fouquet est un personnage complexe, qui s'est enrichi certes, mais il a aussi payé sa vie pour la cause qu'il croyait juste, servir son roi. Il a été victime d'une histoire officielle qui a été occultée au profit de Colbert qui le hait, allant même jusqu'à l'accuser de complot contre l'État. Quand le 17 août 1661, les derniers feux de la somptueuse fête s'éteignent dans le jardin de Vaux, quand le bruit des chevaux des invités s'est perdu derrière la forêt proche, Nicolas Fouquet a tout lieu de penser qu'il est aimé des dieux. Le roi lui-même, Louis XIV, vient de fouler les marbres et les parterres de son château tout neuf et a exprimé des compliments à son surintendant des finances. Une fois encore, la fortune a souri à l'audacieux. Il est au fait de sa puissance. Tout ce qui compte d'esprit et de talent s'est trouvé sous l'or de ses plafonds. Pour une seule nuit, Fouquet a réussi le tour de force pour surprendre et séduire Louis XIV, d'unir au charme d'une fête galante la magnificence d'une fête royale. Quo non accendet, comme le dit la devise familiale, jusqu'où ne monterait-il pas? La réponse viendra, foudroyante, moins d'un mois plus tard. Le 5 septembre, Louis XIV chargea d'Artagnan de procéder à l'arrestation de Fouquet dans Nantes en état de siège. Déféré devant la chambre de justice, le surintendant fut condamné au bannissement perpétuel. Jamais il ne reverra ce château fastueux auquel il avait consacré tout son goût, toute son intelligence, et qui demeure l'une des réussites de l'architecture française du XVIIe siècle. Le surintendant déchu survécut plus de 15 ans dans la forteresse de Pignerol dans les Alpes savoyardes, située alors dans le Piémont, coupé de tous jusqu'à sa mort en 1680. Dès l'arrestation, le roi avait fait vider le château de Vaux de ses objets les plus somptueux pour les transférer au Louvre et à Versailles. Placé sous séquestre, le château ne fut restitué à Madame Fouquet que 12 ans plus tard. Notre regard sur l'histoire nous en apprend finalement parfois plus sur nous-mêmes que sur le passé. L'affrontement d'un grand commis de l'État, comme on disait alors, intègre et soucieux du bien public, et d'un manieur d'argent ambitieux, confondant allègrement les deniers de l'État avec les siens propres. C'est un Colbert froid et calculateur, menteur et fourbe, qui a tissé sa toile dans laquelle il voulait prendre Fouquet virevoltant, bon mari et ami sincère, qui était avant tout un brillant financier, généreux et naïf, dont Mazarin admit qu'il détournait certes un peu, mais que lorsqu'il s'enrichit, tout le monde s'enrichit. Mais où est la réalité historique dans tout cela? Peut-être à mi-chemin. L'art est un miroir qui nous renvoie toujours l'image de notre société.